incroyable, Jean-Luc Mélenchon. À la fois, ce n'est pas une surprise, hein. Rodolphe Carr, vous êtes avec nous en direct dans le studio d'Europe 1, auteur de Mélenchon, le bruit et la fureur, édition La Nouvelle Librairie. Incroyable, le fait que tout le monde ait oublié qu'il a dit pendant des années qu'il ne serait pas candidat. Oui, il a toujours été très bon pour cacher son jeu, on va dire, Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'étais persuadé qu'il y retournerait pour tout vous avouer. Dès son livre « Faites mieux », c'est le fameux mot d'ordre qu'il avait donné d'ailleurs à la jeunesse en 2023 et juste après son non-accession au second tour. Mais non, aujourd'hui, c'est comment dire le pôle d'attraction, on va dire, de la gauche, intellectuellement, mais aussi, j'ai envie de dire, politiquement. Et on l'a encore vu lors des municipales. Jean-Luc Mélenchon, alors peut-être une chose je pense à préciser, c'est peut-être au niveau de son entourage. Hier, il y avait 2 événements. Il y avait donc cette déclaration sur les ondes de TF1. Il y avait aussi un entretien chez Brut. Oui. Plus long, 2 heures, que j'ai un peu écouté. Et là, quand on lui pose la question de ses successeurs, Jean-Luc Mélenchon évoque Manuel Bompard, Clémence Guettet, Coquerel. Mais par contre, il y a quand même une liste d'absents aussi. On pense à Rima Hassan, on pense à Raphaël Arnaud, sur qui ils ont fait bloc, j'ai envie de dire, au moment de l'affaire Quentin Dorenc. Donc on voit que Jean-Luc Mélenchon, même au sein, on va dire, de sa garde prétorienne, il y a aussi une hiérarchie quand même. Donc là, il est peut-être en train de prévoir l'après-Mélenchon, mais non, sinon c'était un discours, de lancement de sa campagne présidentielle. Moi, je pense même que son premier meeting a été lors de la commission d'enquête sur ses liens avec l'islamisation. Vous vous en souvenez peut-être, où il avait fait ce long discours justement en revenant sur l'histoire française, en montrant justement la France, la tolérance, où là il avait été dans une posture quasiment de philosophe, mais non, c'était somme toute assez prévisible comme déclaration. Gabriel Cluzel. Alors écoutez, moi j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention et je me suis demandé si c'était pas une réponse, si c'était pas sorti du bois, parce qu'on voit monter quand même la personnalité du maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui est présenté comme un candidat potentiel. Et finalement, alors qu'il y a cette petite musique de c'est la fin du porte-parole, il faut des candidats qui ressemblent aux électeurs, est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'est pas senti finalement un peu menacé, ce qui s'est pas dit, c'est le moment ou jamais de me déclarer. Alors j'ai remarqué que pour le moment, personne ne touche à lui, hein. C'est une vache sacrée. Il y a que, vous avez vu la journaliste hier, Claire Coudray, lui a posé la question, elle lui a dit attendez, le remplacement, la Nouvelle-France, ça vous touche pas, vous? D'abord, Gabriel Cluzel peut-être, et ensuite on a César. Vous êtes déjà exprimé sur, oui, mais peut-être pour raccrocher le lien, c'est vrai que on peut se demander. Parce que vous avez beaucoup parlé pendant la pause tous les deux, donc si Jean-Luc Mélenchon déjà ne pourrait pas se sentir menacé par le maire de Saint-Denis qui monte, qui pourrait être la figure légitime. Autre hypothèse, mais c'est vrai que vous l'avez dit, est-ce qu'il croit vraiment à sa chance? Et moi, je crois qu'il y croit. C'est la 4e fois, sauf erreur de ma part, qu'il se présente. Comme Jacques Chirac, là aussi, il me semble. Donc il doit se dire, cette fois, on va y arriver. Et c'est vrai que les chances ne sont pas nulles. Alors ça dépendra de la dispersion des candidats. Pour être au deuxième tour ou bien pour gagner la présidentielle? Les deux, mon colonel. Non, mais vous savez, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc non, les chances ne sont pas nulles pour lui. Et je pense qu'il ne voulait pas rater cette ultime occasion. C'est le chant du cygne, c'est le bâton de maréchal. Il ne veut pas, évidemment, rater cela. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Bonjour César, vous nous appelez de Bayonne. Et Jean-Luc Mélenchon, président? Alors, pas cette fois-ci en tout cas, ni la prochaine fois. Alors bonjour Gabriel Cluzel et Christine Kelly. Bonjour mon cher César. Moi, quel beau prénom. Merci. J'ai voulu intervenir. J'ai la chance que Shannon m'a appelé. Ce que je trouve terrible, moi, c'est que on ait ce genre de proposition, c'est-à-dire qu'on a un parti. C'est pas que Jean-Luc, c'est aussi les gens qui sont derrière lui. On a un parti qui a soutenu le Hamas quand même. Donc c'est quand même très grave qu'on ait ce genre de proposition en France. Il a soutenu le Hezbollah et en plus il a soutenu Maduro, qui est un dictateur. Donc si vous voulez, en termes de proposition, c'est très grave. Au-delà de ça, actuellement il y a Emmanuel Macron qui est ce qu'on appelle un global young leader, comme les 2 autres présidents d'avant, c'est-à-dire des gens qui jouent contre leur camp, au service des États-Unis d'Amérique. Mélenchon, lui, il jouera dans le camp plutôt de l'Algérie et de tous les pays du Golfe. Donc on a des gens qui jouent soit pour les Américains, soit pour les pays du Golfe,
mais les plus islamistes, les plus radicaux. Il y a évidemment des milliardaires d'extrême gauche comme George Soros qui sont derrière tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu horrible, je trouve, cette élection. Mais par contre, la seule chose que je voudrais dire, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il en parle, mais dans la vie, il faut regarder ce que les gens disent. Et on l'a beaucoup appris avec Macron, il faut regarder ce que les gens font. Ça, on l'a bien vu avec Macron. Mais il faut regarder aussi ce que l'on ressent des gens. Et malheureusement, la corruption, si on voulait faire des RIC comme en Suisse, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyen, quelles que soient les idées, Jean-Luc Mélenchon, il n'accepterait pas qu'on diminue l'immigration, par exemple, ou qu'on diminue l'insécurité, qu'on souhaite des caméras de vidéosurveillance, ou qu'on souhaite renforcer les centrales nucléaires, baisser les impôts pour renforcer la croissance. Alors que Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ne sont pas pour les éoliennes, si on voulait des éoliennes, eh ben ils voteraient, ils accepteraient les idées du peuple. Donc c'est pour ça que le RN, je trouve que c'est le meilleur parti parce que ils accepteraient les idées du peuple, même si on votait pas pour, même si on ne soutenait pas leurs idées. C'est pour ça que je trouve que c'est un très bon parti. En tout cas, c'est une chance pour la France. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est très dangereux que Jean-Luc Mélenchon ou d'autres prônent ces idées parce qu'ils ont soutenu le Hezbollah. Et donc pour moi, c'est trop grave. Voilà. Et oui, et on leur pardonne peut-être un peu tout. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, mon cher Césaire. Merci de nous avoir appelé de Bayonne. Je vous fais réagir dans un instant, Rodolphe, car d'abord je prends Jean-Philippe en ligne qui nous appelle de Toulouse. Et vous, que pensez-vous de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il peut atteindre le second tour de la présidentielle en 2027 selon vous? Et ensuite on écoutera Anne-Claire Coudray hier soir qui lui demandait qu'il serait remplacé à la prochaine présidentielle. D'abord Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Monsieur Mélenchon, au deuxième tour des élections présidentielles, je pense que c'est jouable. Et je suis surpris que tout le monde soit surpris qu'il se représente, étant donné qu'il avait, comme vous l'avez judicieusement remarqué, il avait dit qu'il ne se représenterait pas. Et je pense qu'il se représente pour une seule raison. Pourquoi? Qui, au LFI, est capable de remplacer M. Mélenchon? Je ne suis pas mélenchoniste. C'est un excellent tribun. Il a une culture générale fabuleuse. Il est capable de donner des objections à n'importe quelle personne. Et Jean-Philippe, et que pensez-vous par exemple si on faisait un sondage, si on faisait juste, vous voyez, un petit test, on prend 15 villes de France, la carte de France, et on met tous les mélenchonistes qui sont autour de lui, Bompard et toute la clique, pour mettre les 15 villes de France sur la carte de France. Il n'y en a pas un qui est capable d'avoir un zéro faute. Donc M. Mélenchon, il a bien compris qu'il avait une collection de billes autour de lui et que s'il n'était pas le candidat, il n'y a aucune chance qu'il soit au deuxième tour. Et quand M. Mélenchon partira de LFI, à mon sens, LFI s'éteindra d'eux-mêmes. Ils s'éteindront d'eux-mêmes parce qu'ils sont incapables. Ils sont issus, excusez-moi de le dire, ils sont issus du niveau de plus en plus bas de notre éducation nationale. Donc on ne peut rien demander à ces gens-là. Et M. Mélenchon, il est au-dessus. Il n'a pas le même âge, il n'est pas issu de la même société. Et oui, c'est logique. Jean-Philippe qui nous a appelé de Toulouse. Merci infiniment pour ce regard très précis. Jean-Philippe, effectivement, c'est le candidat qui sort du lot. Écoutez Anne-Claire Coudray qui avait fait remarquer à Jean-Luc Mélenchon hier soir qu'il avait dit qu'il serait remplacé pour la prochaine présidentielle. Je voudrais quand même vous faire écouter un sonore, une définition de la Nouvelle-France que vous avez donnée en janvier dernier pendant les campagnes des municipales. Il est intéressant. D'accord, voyons. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Une génération qui remplace l'autre, vous l'appliquez pas beaucoup, cette règle. Ah ben si, je remplace mes parents. Vous aussi. Mais vous restez candidat pour la 4e fois. Alors, Rodolphe Cart, comment vous réagissez, vous qui êtes auteur du livre Mélenchon, Le bruit et la fureur aux éditions La Nouvelle Librairie? Oui, concernant cette notion de Nouvelle-France, Jean-Luc Mélenchon louvoie, on va dire. Mais d'ailleurs, souvent dans ses meetings, il aime se présenter comme un maghrébin européen, donc il peut reprendre aussi cette notion un peu de métissage culturel. En tout cas, les interventions étaient très intéressantes parce que justement, on revient sur un des enjeux. Concernant les prises de position internationales de Jean-Luc Mélenchon, ça lui a permis aussi à un instant T de consolider sa base. Et ça, c'est très important. Moi, j'avais fini d'écrire ce livre il y a à peu près 1 an. Et à l'époque, je prenais justement dans la préface,
je disais Jean-Luc Mélenchon sera au second tour. Et c'est vrai que même mon éditeur m'a dit Rodolphe, il s'est cornerisé pendant la période. Je dis absolument pas. Justement, il a consolidé sa base au moment aussi de l'affaire Quentin de Roque. Alors là, plutôt la base, on va dire, antifasciste, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a cette intelligence, c'est d'incarner à chaque fois le mythe politique par une personnalité. Rima Hassan pour le palestinisme, Raphaël Arnaud pour, on va dire, l'antifascisme, et Monsieur Bagayoko pour la Nouvelle-France. Et hier aussi, il y a quelque chose de très important, parce que là, il consolide sa base. Mais il a besoin aussi de s'élargir un petit peu. C'est la fameuse théorie du 4e bloc théorisée par Manuel Bompard, d'aller, ou en tout cas d'essayer d'aller chercher les abstentionnistes. Et par exemple, hier, dans l'entretien chez Brut... Et ça, c'est très fort. Ah bah bien sûr. C'est comme ça que beaucoup de candidats LFI ont réussi justement à gagner les municipales. Ils ont été frappés aux portes de ceux qui n'allaient plus voter, qui n'ont jamais été votés. Vous avez tout à fait raison. La deuxième intervention était intéressante parce qu'on revenait sur la baisse de niveau. Je suis le premier à aller dans son sens. En revanche, M. Guiraud, M. Bagayoko, ils n'ont pas volé leur élection. Ils ont fait du porte-à-porte. Rodolphe Carr. Ils ont amené des camionnettes dans les banlieues pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Moi, quand je me suis intéressé à la France Insoumise, je me suis dit, mais c'est un vrai parti politique perfectionné. Alors, autoritaire, vertical, tout ce que vous voulez, oui. Mais par contre, c'est un parti politique organisé avec des sections numériques très fortes. Et vraiment, la machine de l'intérieur est vraiment impressionnante, il faut l'avouer. Bon, Jean-Michel, que pensez-vous de cette annonce de candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle 2027 ? Bonjour à vous Christine, bonjour Gabriel, bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Oui, écoutez, je pense que à partir d'aujourd'hui, on va voir un changement radical des troupes de M. Mélenchon au niveau de l'Assemblée nationale, dans la mesure où, selon moi, il va y avoir une mise en place d'une respectabilité. Je pense que les outrages vont cesser. Il a bien compris, c'est un fin stratège, que lors des derniers sondages, il y a plus de 70% des gens qui pensent que c'est un danger pour la démocratie. Il a bien compris cela et la consigne va être donnée. Vous allez voir, on va assister à un changement radical, que Mme Braun-Pivet aura beaucoup moins de sanctions à donner, de rappel à l'ordre à l'Assemblée. Intéressant, effectivement. Vous dites un peu peut-être comme a fait peut-être le Rassemblement national, qui a vraiment qui s'est habillé de respectabilité, voilà, aucun débordement depuis des années maintenant. Je ne pense pas que le RN se soit habillé dans la mesure où la présidence a été prise par Marine Le Pen, et Marine Le Pen et son père, ce sont deux personnes différentes. Donc je ne pense pas que ce soit une posture, alors que je pense que Mélenchon, c'est une posture. Là, ça serait une posture. D'accord. Merci beaucoup, Mickaël, de nous avoir appelé au standard d'Europe 1. Excellente journée sur Europe 1, mon cher Mickaël. Restez à l'écoute, parce que dans un instant, on va recevoir Elisabeth Essayag dans le cadre de la grande famille Europe 1. Rodolphe, semaine spéciale, oui, semaine spéciale. Pardon, ma Géraldine. Rodolphe Carr, comment vous réagissez par rapport à ce que vient de dire Mickaël ? Oui, ils vont embaucher, ils vont endosser une certaine respectabilité. Maintenant, ils vont, voilà. Comme je vous l'ai dit, rentrer dans le rang. La stratégie mélenchoniste, c'est un peu ce fusil à deux coups, c'est-à-dire consolider sa base. Il faut les surmotiver pour qu'ils aillent voter. Ça, c'est un des enjeux. Comme je vous l'ai dit, avec les 3 mythes mobilisateurs, le palestinisme, l'antifascisme et le mythe de la Nouvelle-France, qui visent à chaque fois des populations un peu différentes, qui peuvent se recouper, mais qui sont assez différentes. Mais par contre, il y a vraiment cette stratégie de faire sortir les abstentionnistes, du vote, parce que ça, c'est aussi un gros enjeu. Alors, question aussi intéressante, c'est que les abstentionnistes, c'est souvent un électorat, on va dire, en tout cas, c'est un électorat qui ne vote pas, mais un électorat qui peut autant surgir du côté du RN que du côté de la France Insoumise, pour des questions souvent socio-professionnelles. La France Insoumise, ils sont plus mordants. Mais par contre, vous savez... Parce qu'eux, ils vont les chercher. Ah bah bien sûr. Alors que le RN, il lance peut-être des appels. Mais eux, ils vont faire du porte-à-porte pour aller les chercher. LFI, oui ou non ? Bien sûr. J'ai l'impression. Et même la stratégie de normalisation du RN qui est mise en place, c'est aussi du pain béni quelque part pour la France Insoumise. La France Insoumise peut dire justement ces catégories assez populaires. Mais regardez, ils sont en train de rentrer dans le moule. Ils vont devenir un énième parti du système. Nous, on est le seul parti de rupture. Et je pense qu'il y a quelque chose qui joue dans cette parenthèse. On va aller, pour les élections présidentielles de 2027, à 3 crises majeures. La crise sociale avec possiblement les carburants, on va dire à la rentrée en septembre. Une crise de régime. On voit que la 5e République est complètement dévitalisée avec un pouvoir des juges exorbitant. Pouvoir des juges qui peut autant être critiqué à gauche qu'à droite. Et aussi cette crise politique où on voit qu'on a 3 blocs aujourd'hui avec des blocs relativement étanches. On a une absence de majorité claire et
Qu'est-ce que vous avez dit? Crise sociale, c'est ça, crise de régime et crise politique. Ah bah évidemment, et d'ailleurs sur les mouvements sociaux, regardez une chose intéressante, Jean-Luc Mélenchon a mis la main sur les mouvements sociaux, notamment par ses liens avec la jeune garde, ça a été largement théorisé. Et regardez par exemple Olivier Faure, il y a 2 jours, il s'est fait enfariner. Il y a une véritable terreur aujourd'hui dans les mouvements sociaux. Terrain du 1er mai. Hein. Voilà, exactement. Mais par exemple, c'était Jérôme Gage à l'époque aussi qui avait subi quelques lazzi. On se souvient de Raphaël Glucksmann qui avait été sorti d'une manifestation le 1er mai à Saint-Étienne. Donc c'est important de toujours mentionner aussi cette main qu'a Jean-Luc Mélenchon aussi sur le mouvement social. Gabriel Cluzel, oui, il y a quand même quelques écueils pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on a l'air de dérouler un tapis rouge là en disant que ils ont une stratégie merveilleuse. Il y a des écueils. Là, moi, j'ai constaté par exemple qu'à Toulouse, eh bien, la gauche ne s'était pas mobilisée autour d'un candidat jugé trop radical. Donc parfois, l'option de la radicalité, elle éloigne également. Hein, et puis, il peut y avoir des rivalités autour de précisément la Nouvelle-France, l'ancienne France, le porte-parole, etc. Alors, Elisabeth Tessayag est là pour la grande famille Europe 1. Donc 10 secondes pour terminer. Rodolphe Carr, j'ai une dernière question pour vous en 10 secondes. Jean-Luc Mélenchon est président. Nous sommes en 2027, président de la République. Que se passe-t-il? Eh ben justement, il jouera le mythe résistentialiste. Le mythe résistentialiste contre toute la liste des bourreaux qu'on connaît. L'Empire Bolloré, le monde de la finance, le monde politico-culturel, enfin médiatico-culturel. Donc il met tout le monde en prison. Mais il joue énormément là-dessus. Et vous savez, c'est une de leurs grandes phrases. Ils reviennent souvent sur l'entre-deux-guerres. Ils disent toujours, c'est soit Hitler, soit le Front populaire. Mais ça, c'est une rhétorique qui marche énormément, notamment pour mobiliser cet électorat de gauche. Merci. Et quant à ce que vous disiez, Gabriel, je pense que Jean-Luc Mélenchon veut revenir à une partition gauche contre droite où lui incarne seul la gauche contre le pouvoir réactionnaire de droite. En tout cas, Rodolphe Carr, merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Jean-Luc Mélenchon est président de la République. J'aimerais bien savoir ce que font les forces de l'ordre. 3 points de suspension.